Salut tout le monde, c'est Gigi, on se retrouve pour la rubrique Mutant and Masterminds, la rubrique où je parle du jeu éponyme. On a fait déjà certaines vidéos pour introduire l'univers de Mutant and Masterminds aussi, son fonctionnement. Mais cette vidéo-là, elle a une fonction qui est très personnelle, c'est vous expliquer quels sont les changements, les 4 changements que je juge important de mettre pour rendre l'expérience meilleure dans Mutant and Masterminds. Ça ne veut pas dire que si vous ne le mettez pas, vous n'êtes pas capable de jouer avec une bonne expérience de Mutant and Masterminds. Le but est vraiment, selon moi, d'améliorer Mutant and Masterminds et on ne sera pas toujours d'accord sur la manière de faire. C'est les aléas du jeu de rôle. Voilà, pour ceux qui connaissent déjà ma philosophie, ça va, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je pars du principe que c'est rare qu'on joue by the book, étant donné qu'on a tous une compréhension différente des règles, peu importe de la manière dont elle est exposée. Donc il y aura toujours des choses qui vont changer, on va traiter une règle par rapport à d'autres, puis on découvrira qu'est-ce que voulait dire la vraie règle, et on se rend compte que notre méthode est peut-être meilleure, ce genre de choses-là. Ce petit disclaimer est passé, on va passer aux 4 propositions que je juge importantes pour le changement. Alors le premier, c'est assez simple. C'est l'économie de 3 actions. Je fais l'économie de 3 actions avant que ça n'arrive temporellement, je veux dire, dans les systèmes du commerce. C'est quand j'ai fait du EW système de luxe, me semble-t-il, que j'avais déjà pensé à l'économie de 3 actions. Je ne m'étais pas encore rendu compte que c'était une approche qui était proche du système des vins, mais qui a pris le contre-pied, c'est-à-dire que normalement, dans les systèmes des vins, il faut faire le score le plus haut et non le plus bas, puisque le W système de luxe, il prend plutôt le parti de faire un petit peu comme les jeux de rôle de type système d'essence, c'est-à-dire qu'il faut faire la valeur ou inférieure, et non pas la valeur et au-dessus pour pouvoir réussir. Ce qui veut dire qu'un est un succès critique et un 20 est un échec critique. En sachant que un round c'était 6 secondes, j'ai toujours trouvé que c'était compliqué les jeux qui te disaient un round c'est 6 secondes. 6 secondes ça se passe très très vite. On part du principe qu'on est capable de faire des actions extraordinaires. Avec les rythmiques qu'il y avait autour de l'OW système de luxe avec une volonté de faire quelque chose de cinématographique, juste se cantonner à un certain nombre d'actions limitées me semblait un peu faible. Mais je savais très bien que si on augmentait radicalement la quantité d'actions, ça pouvait vite déséquilibrer. Donc le meilleur équilibre que j'avais trouvé, c'est 3. Dans le même temps, ou plutôt par la suite, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, il y a eu la question qui s'est posée et qui se pose encore, selon certaines personnes, sur les systèmes des vins en matière des espèces volantes disponibles pour le personnage joueur. Pourquoi il n'y a pas autant d'espèces qui sont capables de voler et certains vont légitimer le fait que oui, non, mais oui, mais vous voyez, voler c'est quand même une capacité un peu cheatée. Moi j'ai toujours trouvé que c'était un argument de merde. Après c'est vrai que je voulais pas bien exposer, je voulais pas bien vendu. Mais je pars du principe que un personnage qui sait voler, oui, des fois il peut voler à hauteur de son score modificateur de déplacement ou un peu plus. Et la capacité à un personnage d'aller loin ne veut pas garantir que le personnage sera cheaté. Ou en tout cas, il peut être hors d'atteinte s'il est capable de bouger. Cependant, si on pense en matière de méta, puisque c'est la méta qui est prise en compte pour pouvoir arborer la volonté de ne pas trop faire de personnages qui sont capables de voler, si on est dans un monde où vraisemblablement, puisque comme on a de la suspension consentie des pénalités, c'est-à-dire qu'on est prêt à accepter énormément de choses, un monde plein de magie, un monde où la plupart des gens savent lancer des sauts et la population de lanceurs de sauts est assez élevée, ou encore certaines personnes qui sont capables d'utiliser des armes de science-fiction ou qui sont à une époque moderne qui peuvent utiliser des armes à feu. Une espèce qui est connue pour être capable de voler, et en sachant qu'il y a des espèces capables de voler, il est logique que dans une espèce d'étude d'analyse martiale, les gens trouvent de quoi contrer. Est-ce qu'ils l'ont systématiquement? Je pense que non. Mais est-ce qu'il y aura des moyens de contrer? Oui, probablement qu'il y a des moyens de contrer. Ça, c'est mon premier argument sur le sujet. Ensuite, il y a aussi le cas où je vois ça, c'est le wargame qui m'a permis de le mettre en forme, mais j'avais du mal à l'expliquer, c'est que
la capacité de projection d'un personnage ne va pas garantir ses chances de succès. Alors ceux qui ont déjà joué à du wargame style Warhammer 40 000, vous voyez très bien de quoi je parle. C'est-à-dire que envoyer des premières troupes pour venir sécuriser des objectifs ou encore pour engager au moyen des armes qui sont mises à disposition, vu qu'on ait le meilleur placement dans les premiers rounds/tours possibles, pour ensuite venir jouer les intérêts objectifs et tactiques. En gros, c'est comme ça que c'est censé se passer. Un personnage qui est capable de voler est capable de le faire, sauf que je me base sur le wargame pour vous expliquer la chose, mais la différence c'est que justement on n'est pas dans un wargame. Il y a des jeux de rôle qui te permettent, par exemple je pense à Deathwatch, qui te permet de jouer des fois des escouades ou encore de prendre des personnages qui sont capables d'avoir des règles dans des jeux de rôle qui permettent de traiter différentes escouades, ce genre de choses là. Dans le cas du jeu de rôle, on est un groupe qui est relativement limité. Si on est dans quelque chose qui est, on va dire, optimal, où on va rencontrer le plus souvent, on va se retrouver avec 4 personnages non joueurs, quelques PNJ/compagnons/créatures, etc., etc. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que on va après regarder qu'est-ce qu'on va potentiellement mettre en face. Sauf qu'un personnage qui est capable de bien se déplacer, c'est un personnage qui va bien pouvoir se placer. Après, quand il faudra réfléchir à la manière d'adopter les choses, ça sera aux joueurs de tenter de s'adapter ou d'analyser les choses en bonne et due forme, parce que par exemple un personnage qui est loin et qui a beaucoup de projections, que ce soit au sol ou dans les airs ou sur l'eau, ça ne change rien. Un personnage qui se déplace très très vite, voire même plus vite que les autres dans un round, et qui voire même va utiliser tout son déplacement pour pouvoir se placer, veut dire aussi qu'il est prêt à s'isoler le temps d'un instant pour pouvoir faire valider les objectifs. Mais si on peut mettre une objection qui serait valide dans le cas présent, ça serait de faire en sorte de, comment dire ça, de regarder en tant qu'objection une possibilité qui peut arriver. Ça c'est en plus si c'est des joueurs, on va dire, si vous êtes dans des joueurs où le groupe n'est pas consolidé, ou si les joueurs, vous ne connaissez pas la mentalité des joueurs qui sont derrière, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais revenons plutôt au cas où on va parler de la projection du déplacement. La raison pour laquelle j'aime beaucoup Newton Mastermind, c'est que les unités de mesure sont assez grandes et que moi qui préfère jouer au théâtre de l'esprit plutôt que de faire appel à une figuration, la map permet de représenter un lieu avec une certaine exactitude, mais je pense que c'est aussi valable que d'habiles descriptions. Autant quand on a un personnage qui est un speedster, qui peut enchaîner des actions, qui avec la capacité qui s'appelle Move by Action. Et du coup, dans le cas des speedsters, c'est vrai que ça peut être un problème d'avoir une grande capacité de projection pour pouvoir représenter les choses. Et où le speedster, normalement, comment le speedster en général, en tout cas, comment j'ai déjà vu des gens agir en tant que speedster dans Mutant Masterminds, c'était pas des personnes qui décidaient de fuir à la moindre occasion. Ils savent se déplacer, se mettre en sécurité, agir ou envoyer plusieurs mouvements. Ce qui fait qu'on arrive au point essentiel, comme on fait une économie de 3 actions, on rajoute juste l'équivalent d'une action standard dans Mutant Mastermind, juste une seule. Avec le Move by Action qui te permet de faire un mouvement, puis d'agir, puis de refaire un mouvement derrière, même si c'est pas à ton rang de déplacement normal, c'est quand même bouger avant, bouger après, c'est comme si en fait il bougeait l'équivalent de son score en normal. Ce qui fait que dans l'économie de 3 actions, je mets une seule interdiction, on n'a pas le droit de faire 3 actions de mouvement. Ce qui veut dire que par exemple, on n'a pas le droit de faire 3 actions de mouvement successives, ce qui veut dire par exemple que le personnage peut décider d'utiliser l'équivalent d'un sprint pour se déplacer beaucoup plus vite, ou se déplacer à son score normal, et par exemple dans l'action de ne pas pouvoir faire plus de 2 actions de mouvement, ça veut dire aussi que le personnage, s'il a décidé de charger prend aussi en compte le fait de pouvoir
de pouvoir par exemple se déplacer à la moitié du rang, exactement comme le move by action, pas avant mais pas après évidemment. Donc libre à vous de savoir si vous voulez rajouter l'action de charge. Dans le cas par exemple où il y a l'action de charge, je ne considère pas l'action de charge comme une action de mouvement. Voilà. Mais ça peut être validé comme ça, c'est pour ça que je le présente à vous. Donc ça c'était le premier truc, assez long à expliquer, mais il vaut mieux expliquer le pourquoi dès maintenant. La deuxième action, la deuxième chose que j'ai fait comme ajustement dans le jeu, c'est les défenses ont les mêmes points de dépense en tant que super pouvoir qu'au naturel et ne peut dépasser le niveau du personnage. Alors sur un truc qu'on t'explique, c'est qu'il y a les caractéristiques, il y a les défenses. Il y a des caractéristiques qui découlent des défenses. Ça c'est, on va dire, dans les calculs de dépenses de base. Par contre, quand tu joues à Mutant and Mastermind, tu peux aussi avoir des pouvoirs qui augmentent tes stats. Le fait que les défenses et les caractéristiques soient associées, je trouve ça gênant parce qu'un personnage peut avoir une très très grande célérité, mais pour autant pas très adroit pour intercepter les coups. C'est peut-être une façon peut-être trop réaliste pour pouvoir bouger, mais de toutes les façons, même avec les ajustements, quand je donnerai des explications sur Mutant Mastermind, je prendrai en compte de vous expliquer avec les règles, les modifications que j'ai faites et sans les règles que j'ai faites. Donc, quel est le problème à ce niveau-là? C'est que 2 points de pouvoir donnent 1 point de caractéristique. Donc, 1 point de caractéristique donne à son équivalent associé en défense. On ne peut pas mettre de score au-delà, on ne peut pas avoir de score au-delà du niveau désigné. Comme j'ai expliqué avant, je ne suis pas partisan de pouvoir, comment dire ça, de pouvoir prendre la valeur de caractéristique et puis ensuite que cette caractéristique-là ait la valeur de défense, tout en sachant que quand tu montes la caractéristique, il te faut 2 points de pouvoir pour monter de 1 point. Et c'est aussi valable quand tu es l'équivalent en caractéristique en super pouvoir, qui est caractéristique augmentée, qui te donne aussi 2 points de pouvoir dépensé pour avoir 1 point de caractéristique. Là où ça change, c'est que quand tu montes défense augmentée, c'est 1 point de caractéristique, enfin 1 point de pouvoir pour 1 point de caractéristique. En tout cas, c'est quand je dis 1 point de caractéristique, c'est 1 point de pouvoir pour 1 point de défense. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc d'un côté, tu as des caractéristiques associées qui fait que tu peux monter, que ce soit en super pouvoir ou en non super pouvoir, 2 points de caractéristiques pour 1 point de pouvoir. Cependant, en défense, il faut l'association des caractéristiques pour monter la défense, et la défense en elle-même en tant que super pouvoir demande 1 point de pouvoir pour monter 1 point de défense. Tout en sachant ce que j'ai expliqué avant, c'est-à-dire que le fait que les caractéristiques et les défenses soient associées, pour moi, je trouve que ce n'est pas intéressant pour ce que ça va raconter. Ça ne changera pas grand-chose au niveau des règles ou au niveau de ce qui est déjà écrit en matière de personnages non-joueurs dans Mutant and Masterminds, puisque les personnages sont déjà bien faits, ils sont déjà bien écrits et ils sont bien scorés aussi, surtout en s'adressant aux joueurs. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en sorte que 1 point de défense, c'est 1 point de pouvoir, dépensé, que ce soit en tant que super pouvoir ou que ce soit sans super pouvoir. Alors qu'est-ce que ça change? Déjà, on dissocie les caractéristiques de la défense, la restriction de on ne peut pas mettre une défense supérieure à son niveau. Je suis toujours parti du principe que il n'y a pas de joueur qui serait assez bête pour aller mettre autant de points dans les défenses. Parce que ça ne garantit pas grand chose. Je vais vous expliquer les 5 défenses pour que vous compreniez mon point de vue. Donc, vous avez, en fait, ils ont divisé la classe d'armure en deux trucs, si vous connaissez les systèmes des 20. Au lieu de mettre la classe d'armure, ils ont mis 2 trucs. Ils ont mis de l'esquive pour esquiver les actions à distance. Donc, jusque-là, ça va. Et ensuite, ça sert aussi pour les attaques de zone, me semble-t-il. Et ensuite, tu as la parade pour le corps à corps.
Ensuite, ils ont rajouté une caractéristique qu'on appelle la dureté. La dureté, c'est en gros le point de sauvegarde pour éviter de subir des dégâts. Parce que Mutant Masterminds, c'est comme un wargame, c'est-à-dire que la personne doit faire un jet pour savoir s'il t'a touché, mais ensuite, si tu as bien été touché, il faut savoir si tu as été blessé, donc tu fais une sauvegarde de... tu dois surmonter une difficulté de 15, plus le rang de dégâts qui a été affiché, plus les éléments circonstanciels additionnés, moins le score moins le score de... Comment dire ça? Enfin, quand vous allez lancer le dé, vous allez lancer le dé 20, plus la valeur de défense que vous avez, plus les circonstances positives ou négatives que vous avez. Ce qui fait que là, on a deux classes d'armure, on a le truc de la préservation, on a la fermeté qui est la résistance aux maladies ou ce genre de choses-là, tout en sachant que les constructs, c'est-à-dire les robots et les zombies, ont une immunité à ces choses-là, et des fois les cyborgs, c'est-à-dire qu'ils sont même pas obligés d'être totalement construits, peuvent avoir aussi une immunité. Et puis vous avez la volonté qui permet de résister aux effets psychologiques, parfois aux effets magiques, etc. etc. En sachant que les valeurs de défense de base sont dépendantes des caractéristiques, ce qui fait que la progression en matière sur l'aspect défensif vient, selon moi, surtout quand tu lis les super teams, ça atténue énormément la valeur d'un tank. Déjà dans les RPG au système des 20, j'ai toujours trouvé que le terme tank était vraiment un terme de merde parce que le tank, c'est celui qui encaisse les dommages, c'est celui qui provoque, c'est celui qui capte l'attention sur lui. Sauf que, à partir du principe que le personnage qui est censé tanker va y arriver, ou va réussir à tenir la ligne, je pense que c'est assez présomptueux. Dans Mutant Masterminds, vous venez rapprocher les différents éléments inhérents au jeu, c'est-à-dire que c'est peut-être un TTRPG, mais c'est un TTRPG où le théâtre de l'esprit est beaucoup plus encouragé parce que les personnages peuvent se déplacer à la vitesse de l'éclair. Contourner quelqu'un, le désengager, c'est une formalité. Et d'ailleurs, les règles d'engagement à proprement parler pour faire des attaques d'opportunité, il n'y a pas de truc qui semble se rapprocher de ça. On se déplace avec une certaine aisance. Il faut savoir ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé que sans les super pouvoirs, on dissocie les caractéristiques des défenses et que tu peux monter la défense de manière isolée en mettant un point. Et si tu veux augmenter la défense en tant que mutant, puisqu'on considère que le seul moment où il y a un pouvoir qui fait que tu n'es pas considéré comme un mutant, c'est des pouvoirs basés sur la chance. Ça fait que les personnages, admettons, il est au niveau 11, il peut investir 11 points, jusqu'à 11 points, pour monter sa sauvegarde de son choix. Il peut aussi dépenser 11 points supplémentaires parce qu'il n'excédera pas le niveau maximum, que ce soit sur les super pouvoirs ou les gens qui n'ont pas qui ont des super pouvoirs ou non. Ce qui fait que si c'est un extraterrestre, ça viendra se justifier. Si l'être humain a des possibilités grandioses et qu'il n'y a pas quelque chose de super derrière, c'est validé, c'est raconté dans l'histoire. Et si tu fais différents settings, ça se règle. Mais la partie la plus intéressante dans cette dissociation, c'est déjà au niveau des méta-pouvoirs. En gros, si vous connaissez X-Men ou si vous connaissez l'univers DC, donc si vous connaissez Marvel DC, vous savez qu'il y a des fois des technologies ou des personnes qui sont capables d'utiliser des pouvoirs qui annulent les super-pouvoirs. Et les règles sont plutôt bien écrites en matière des méta quand vous regardez le pouvoir profile. Pourquoi je parle de ça? Je vais vous parler de Superman. Superman, Clark Kent plutôt, c'est un kryptonien. Le kryptonien, comme il est dans un endroit où il y a un soleil jaune, il a ses pouvoirs décuplés, il a des capacités spéciales et tout ça. Ce qui fait que si on doit le présenter dans un livre de règles de Mutant Masterminds, me semble-t-il que dans la seconde édition, ils ont même fait une édition d'ici, mais c'est un livre que je ne trouve pas. Donc malheureusement, je pourrais pas. Si je pouvais vous donner les informations de base, j'aurais pu vous les donner, mais là non. Mais en tout cas,
comme c'est un kryptonien, dans le descriptif que tu mettras dans la catégorie pouvoir, tu mettras que c'est un kryptonien. Et dans kryptonien, il y aura un bouquet où sa force est décuplée de certains scores, proportionnellement à ce que Superman peut faire. Il aura la vision thermique, il aura le souffle glacé, il aura la super vitesse, etc. etc. Mais quand il se fait toucher par un pouvoir anti-méta, un kryptonien sans ses pouvoirs liés au soleil jaune, par exemple s'il te fait toucher par de la kryptonite dorée, c'est un pouvoir anti-méta pour lui, ce qui veut dire qu'il deviendra un être humain, enfin il deviendra plus ou moins comme un être humain, ce qui veut dire que toute la partie supérieure liée au kryptonien disparaîtra. Mais Clark Kent est assez jeune, et Clark Kent est assez, a quand même un physique qui est quand même pas mal, puisque ce qui dit qu'il s'exerce veut dire qu'il s'exerce en tant que personne avec des pouvoirs que sans, ce qui veut dire qu'il a quand même une marge de progression, même s'il a les pouvoirs de kryptonien à côté, il continue de les entretenir. Ce qui veut dire que si tu lui enlèves des pouvoirs grâce à des méta-pouvoirs, des pouvoirs anti-méta, il gardera quand même le potentiel qu'il a en tant qu'être humain, normal. Et ces scores-là ne vont pas baisser. C'est exactement pour cette raison aussi que j'ai décidé de mettre exactement la défense sans super pouvoir et la défense avec super pouvoir exactement au même niveau et de dissocier, de couper les ponts avec les caractéristiques. Parce qu'on va pas se le cacher, quand je dis qu'on va séparer les caractéristiques des défenses, il y a des moments où en fait les deux pourront se mélanger. Par exemple, la fermeté qui permet de résister aux jeux du parmi les défenses, j'ai oublié de parler de la fermeté. Ou si, je crois que j'en ai parlé, puisque j'ai parlé des trucs liés à la vigueur et la fermeté, en matière d'immunité, les constructs sont plus ou moins pareils. Voilà. Ah bah, du coup, la fermeté et la vigueur qui est une caractéristique, la fermeté qui est une sauvegarde, les deux sont très souvent conjoints. Mais par contre, il se peut qu'il y ait un pouvoir psychique qui ne va pas faire appel à la volonté, mais peut-être que par exemple ça sera une variante de pouvoir psychique qui touche plutôt l'émotionnel, et c'est pas la volonté qui va être touchée, mais comme il y aura des changements d'émotions qui ne sont pas les siens, peut-être que ça sera un test de défense en volonté, mais en fait c'est plus l'intellect qui va être pris en compte, ou la conscience, selon les capacités qu'il aura. Donc on pourra bel et bien associer les défenses des caractéristiques, mais uniquement quand ça va compter et avec les plus pertinents. Et puis, au cas où il y a des personnes qui pourraient, parce que ça aussi ça peut être, ça peut être aussi une bonne objection, au cas où il pourrait y avoir des problèmes en se disant oui, mais du coup, est-ce que ça ne fait pas que la vigueur, elle devient un petit peu moins utile que les autres caractéristiques? Il y en a 8 de caractéristiques. Bon. Normalement, par exemple, il y a certaines créatures, je pense qu'elle pourrait très bien avoir comme pouvoir associé la vigueur. Par exemple, un dragon qui va pouvoir projeter son souffle, je suis sûr que ça va se baser sur la vigueur, ni sur l'intellect, ni sur la conscience, ni sur la force, ni sur l'agilité, ni sur la dextérité, ni sur le combat, vous voyez un petit peu le topo. Donc cette dissociation arrange beaucoup les choses. Et puis pour revenir sur l'argument du tank, puisque je n'étais pas allé jusqu'au bout, un tank, c'est quelqu'un qui est censé prendre les coups à la place des autres, d'attirer l'attention, et surtout de faire en sorte que les autres soient en sécurité. D'ailleurs, le terme tank est bien, on va dire, est bien un terme qu'on trouverait dans un jeu vidéo, mais je crois que le terme qui est utilisé dans Mutant Mastermind, c'est le Defender. Je sais pas si je dois vérifier, je vais voir, mais c'est quoi. Allez, on va vérifier ça tout de suite. Je regarde les archétypes. Mutant Masterminds, 3e édition, Super Team. C'est pas de toutes les façons, je crois que j'ai corrigé les problèmes de projection. Donc je peux vous montrer lecture PDF. Ah ben voilà. Donc on va voir ça ensemble. La position n'a pas été violente. On regarde ça, il y a différents
truc. Et en gros, j'en avais parlé la dernière fois, il y a des rôles tactiques qui sont combatifs et d'autres qui sont sociaux. Donc là, il y a l'assaut, le contrôle, le flex. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences ou beaucoup de possibilités. L'intelligence, protection. Ah ben, vous voyez. Et du coup, il y a la protection qui est prise en compte. Alors, est-ce que je prendrai le temps de vous montrer les trucs? Donc, on va parler de l'emphase au niveau des protections. De grandes résistances sont tout ce qui marque un protecteur avec l'habilité de protéger les autres et que la protection du héros a resté safe au milieu de combat. La dureté est très importante, mais ne regardez pas, en fait, c'est pas ne regardez pas de haut, mais oui, je crois que c'est ça. Ne regardez pas de haut les autres défenses, spécialement la volonté. La mobilité est utile pour aider les personnes quand ils ont besoin d'aide. Notez que vous pouvez faire l'avantage interposé qui vous laisse protéger quelqu'un qui est dans votre mouvement, votre marge de mouvement. Par exemple, en augmentant la vitesse de mouvement ou les pouvoirs peut être très utile pour des rôles défensifs. Voilà. C'est de ça qu'on parle. La transition, c'est une transition de mon stream à la base, hein, je précise. Mais au moins, vous avez compris. Comme, en fait, en dissociant les caractéristiques associées, on met l'emphase sur les défenses, on a la défense super et non super, qui fait que en plus, ça viendra mettre en avant les méta-pouvoirs et qu'à aucun moment, les méta-pouvoirs, quand ils vont affaiblir un bouquet ou des pouvoirs, les associations feront modifier de gros calculs qui finira par desservir le plus grand nombre des stats que vous avez. Parce que même si les méta-pouvoirs encadrent un certain nombre de choses, par exemple, imaginez que vous avez que c'était uniquement des caractéristiques associées et que vous n'avez pas de pouvoir lié à la défense, vous êtes très très vite emmerdé au point que le jeu il est fait d'une certaine façon où quand tu ne mets pas beaucoup de points dans les sauvegardes qui sont l'équivalent des classes d'armure, tu prends des coups évidemment plus souvent, et si t'as pas la dureté, elle est déjà, me semble-t-il que sans la modification que j'ai faite, la limitation de l'association de la vigueur à la défense fait que c'est très difficile de monter la dureté. Là, vous pouvez me monter la dureté de manière beaucoup plus libre. Voilà. Et ensuite, ça veut dire que par exemple, un personnage au niveau 11, il veut mettre la dureté au maximum dans les deux cas, avec pouvoir ou sans pouvoir, ça veut dire qu'il a une défense de 22 au total. Est-ce que c'est cheaté? Pas vraiment. Voilà. Puisque c'est toujours un des 20, plus la valeur ajoutée. Sauf que les échecs et les succès critiques peuvent intervenir quand la personne tente une action et quand vous allez faire votre sauvegarde. Même si les tests pour pouvoir en toucher te donnent des succès critiques, les pouvoirs ne sont pas extraordinaires. En fait, les retombées ne sont pas toujours extraordinaires en matière de chiffres. Je dis bien en matière de chiffres. Ça veut dire que par exemple, la personne, elle va lancer un test. Par exemple, il va lancer, il va lancer un pouvoir de manipulation du feu et il va envoyer un trait de feu. Il va faire un succès critique. Peut-être qu'au lieu d'augmenter les dégâts de 5, il va créer une espèce de flamme solide au travers de l'explication de ses pouvoirs magiques, par exemple, et qui va enserrer le personnage et que ça va donner des effets de constriction identiques aux effets de grab qui donnent des conditions cumulées. Je donne des exemples qui peuvent être très pratiques et les règles de prise de grab sont les règles les mieux faites que j'ai vues dans un système dev pour Mutant Masterminds. Regardez les règles de grab et regardez-les au travers des avantages qu'on peut avoir, juste pour n'oubliez pas qu'un avantage c'est un point de pouvoir pour un rang dans un avantage. On est sur quelque chose de bien. Tout ça pour vous dire que dissocier
les caractéristiques des défenses et de permettre que la valeur de défense a le même score avec ou sans, ou que ce soit considéré comme avec ou sans pouvoir, ça garantit que l'aspect défensif soit plus mis en valeur dans le jeu et que malgré le fait qu'on sait très bien que dans les jeux de rôle, celui qui agit en premier est celui qui a le plus de chances de pouvoir mettre fin à un conflit, la meilleure défense, c'est la défense. C'est pas tellement l'initiative ou l'attaque. Vous voyez ce que je veux dire par là? Eh ben, comme ça met l'emphase sur l'essence même de l'action, ou plutôt de la réaction dans le cas précis, vous pouvez avoir un personnage qui est tanky, pas dans le terme vidéoludique qui est utilisé de manière bâtarde dans les systèmes des vins, mais véritablement de faire un personnage qui est capable de protéger les autres et jouer du mal à vous donner une image. Donc je ne sais pas si vous... Je vais donner un exemple. En gros, pour donner un exemple pour conclure avec cet aspect-là, dans le jeu Medabot, je sais qu'il y a eu un jeu de figurines qui ont les mêmes règles que le jeu vidéo. Le jeu Medabot en RPG, il y a une espèce de grande ligne au milieu et il y a les Medabots qui se déplacent. Celui qui arrive en premier, c'est celui qui agit. Il y avait un truc dans Medabot, c'est ceux qui étaient sur le médaillon du chevalier, ils avaient une capacité, c'est qu'ils créaient un bouclier. Le bouclier veut dire que quand une personne adverse est visée, il vient et il intercepte le coup. Mais quand lui, il est spécifiquement visé, il a une réduction de défense. Mutant and Mastermind met un accent sur ça, en fait. Quand vous allez vous défendre vous-même et que même des troupes vont essayer de vous abattre en premier parce qu'ils savent que vous êtes un mur, ça garde vos personnages souffles. Mais si les joueurs se mettent en danger, le coup de, comme dans Medabot, le chevalier il monte, il descend et il se met en travers de la trajectoire pour pouvoir protéger ou dévier le coup, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire. C'est avec cette philosophie-là et en réfléchissant à tout ça que j'ai voulu rendre Mutant and Masterminds plus intéressant. Je sais que c'était long, c'était un peu barbant, mais maintenant vous avez l'explication du pourquoi, du comment. Alors le troisième truc, c'est que les caractéristiques par défaut sont dissociées des défenses, mais sont associables selon les circonstances. Ça, je l'ai déjà dit, en fait. C'est-à-dire que la vigueur et la fermeté sont deux caractéristiques en fait, c'est deux valeurs de l'aspect des défenses et de l'aspect des caractéristiques qui peuvent très bien se mélanger. De la même manière que, par exemple, si vous voulez, si vous voulez faire une règle de duel où vous faites un affrontement et qu'il y a un adversaire qui est très très fort, c'est un truc qui est possible dans mes jeux de Mutant Mastermind, dans ma façon de faire. Bah, par exemple, pour régler les règles de duel, imaginons que vous avez un personnage au corps à corps et il y en a un autre aussi, en faisant une pression pour empêcher l'autre de bouger ou l'intercepter, ce qui aide aussi pour les règles de tank, ben, sur la durée, la personne qui va subir la défense, il faut déjà que la personne qui a décidé de le bloquer réussisse son test. Et là, on peut mettre par exemple la fermeté plus le combat, puisqu'il y a une caractéristique qui s'appelle le combat, qui augmente les chances de réussite des actions offensives de corps à corps. Donc, comme l'autre, il presse l'action, et qu'il y a l'autre personne qui est à côté, est-ce qu'il est prêt à céder dans l'affrontement, quitte à prendre un niveau de fatigue dessus? Ça peut être une règle qui est intéressante. D'autant plus que si vous jouez par exemple avec des constructs, le construct il est infatigable, donc il gagne quand même, il peut avoir l'avantage de pouvoir se dégager, mais se dégager peut devenir dangereux pour lui, tout autant que l'autre qui ne serait pas un construct, parce qu'au moins, quand on sait qu'un personnage est un construct, très souvent il a une bonne valeur défensive. Mais peut-être que le joueur qui sera en face pendant l'affrontement, ou l'adversaire qui sera en face pendant l'affrontement, serait prêt à dépenser des points de héros pour lui faire plus de dégâts. Et c'est comme ça que j'ai corrigé les trucs. Voilà. Donc c'est juste un exemple que j'ai donné comme ça. En tout cas, c'est dit. Et puis la dernière valeur, c'est chiffré sur la table de proportion des véhicules. Le mieux, c'est de vous montrer. Je vais sortir
truc. Voilà. Alors là, c'est mieux de vous montrer de quoi je parle. On est dans la partie Gadget and Gear. Je vais dézoomer pour que vous voyez exactement où. Je ne sais pas si le livre en français il est exactement pareil. Mais vous avez, voilà, vous avez le véhicule. Vous avez les véhicules et ils ont des rangs. Médium, large, énorme, gargantuesque, colossal, incroyable. En vous basant, quand vous créez un véhicule, en gros, on vous dit de cette échelle, vous avez ces modificateurs-là. Et ensuite, si vous voulez les améliorer, il y a une table de coûts ici. La table de coûts des véhicules est très très généreuse. Donc par exemple, un personnage qui n'a pas de pouvoir mais qui veut se baser sur les véhicules, genre comme Batman, ou bien même des personnages du genre, comment ça s'appelait ce truc-là, les Cyber Riders, ou bien tout ce qui est Tokusatsu, ça peut être une très très bonne alternative que de mettre de l'investissement dans les véhicules. Surtout que bon, il y a des fois des points d'équipement que tu peux, et des points d'installation que tu peux mettre dans les véhicules. Pourquoi ne pas en profiter? Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Alors quel est le problème avec ça? C'est qu'on te donne une échelle avec des exemples, mais il n'est pas chiffré. Regardez un petit peu la table des références. Il y a la version système métrique, merci à eux de l'avoir mis. Je ne sais pas s'ils ont fait la conversion quand ils l'ont traduit en version française, je pense surtout aux gens qui jouent en version française. Donc vous avez les données ici, et on vous dit ça correspond à quoi. Par exemple, quand on vous dit la distance, ça veut aussi dire la hauteur. Par exemple, si vous avez un personnage qui est au-dessus de 1 mètre, entre 1 mètre 1, enfin 1 mètre 0, 1 et 2 mètres, vous mettez moins 2. En fait, le problème avec les véhicules, c'est qu'on ne donne pas de manière chiffrée les données concernant les véhicules, et ça aurait pu être intéressant si on veut appliquer certaines règles bien précises là-dessus, comme par exemple un véhicule qui est capable de rapetisser, s'agrandir. Il y a des éléments qui dépendent de la taille de véhicule, il y a des règles de Mutant Mastermind qui dépendent de la taille, qui dépendent du poids, et le fait que les véhicules te donnent un score, enfin te donnent une catégorie sans te donner le score associé, je pense que c'est vraiment dommage. Donc ce que je fais, c'est que j'associe les deux pour qu'on puisse avoir une bonne idée d'échelle concernant les véhicules. Après, il te donne des exemples, vous l'avez vu, mais c'est bien que les exemples soient chiffrés pour pouvoir régler les choses. Alors, à quel moment j'ai eu besoin de ça? C'est que je travaille sur un setting de Space Opera, fantasy futuriste, vous pouvez tout mettre là-dedans, qui s'appelle Vertigo Light. Et quand il s'agit de concevoir des véhicules, donner une échelle, quand par exemple on vous dit que incroyable c'est la taille d'une navette spatiale, c'est un peu flou. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire oui, le véhicule, c'est à peu près ça, jusqu'à au-dessus. Mais regardez un peu le score. Est-ce que le score il est représentatif? Et est-ce qu'on ne peut pas associer par exemple un ordre de grandeur, le score de grandeur réel, pour l'ajouter à certaines variables? C'est à ce moment-là que j'ai eu besoin des règles pour ça. Je vous parle de Mutant Mastermind évidemment si vous avez envie d'améliorer les perspectives de jeu, si vous faites du super-héros, mais avec Mutant Mastermind on peut faire bien plus que du super-héros, on peut faire énormément de choses avec. Donc voilà les 4 modifications que j'ai faites. Donc je vais les rappeler: l'économie de 3 actions, les défenses ont les mêmes points de dépense avec et sans pouvoir, les caractéristiques sont dissociées des défenses mais sont associables de manière circonstancielle, et pour finir, les échelles de taille pour les véhicules sont désormais chiffrées. Le faire pour les objets, c'est un non-sens. Le faire pour les battlesuits, c'est faisable, c'est intéressant. Par exemple, imaginons que vous voulez faire la Hulkbuster.
Je pense que chiffrer la hauteur de la battlesuit, je crois que de toutes les façons, les objets, certains objets comme les battlesuits sont scorés. D'où le fait que je trouve encore plus bizarre qu'il n'est pas scoré pour les véhicules. Voilà. Et puis surtout, moi qui avec mon setting Vertigo Late, il y a autant de vaisseaux que de fighters spatiaux, que de mobile suit ou des trucs comme ça, puisque moi j'aime beaucoup tout ce qui est Gundam, tous les mechas du genre Gundam, Edge Warrior, les véhicules de Macross, tout ça. Ah bah, du coup, j'essaie de créer des trucs ou des règles pour pouvoir créer ce genre de choses-là assez facilement. D'ailleurs, il se peut que je vous montre dans le futur comment faire ces différentes choses-là. Bien, ben voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ces règles que je juge essentielles. Vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord, quoi qu'il en soit, quand je vais parler des règles et des choses qui sont présentes dans le jeu, je compte bel et bien vous expliquer avec les règles que j'ai rajoutées que sans les règles. Je pense que ça ne prendra pas beaucoup de temps de devoir expliquer l'un ou l'autre. Et la question qui pourrait survenir, je vais quand même revenir dessus, c'est est-ce que les scores ou on va dire les stat blocks qui sont créés par le jeu de base, que vous ayez en version française ou originale, que vous vous dites oui mais j'ai le rapport de menace, j'ai la super team, j'ai Rogue Gallery, j'ai tous ces trucs là, est-ce que les stat blocks sont valides même avec les règles? Oui, elles sont valides même avec les règles. Voilà. C'est que si vous prenez, si vous créez des PNJ ou des personnages joueurs avec les règles que je vous ai données, ça sera des points dépensés à la juste hauteur de ce dont ils sont capables. Dans le cas des stat blocks, c'est pareil. La seule chose qui va changer, c'est peut-être que l'association caractéristique défense, elle sera déjà appliquée dans les données, et que les pouvoirs, et ce qui va faire que le personnage sera très caractéristique, très spécial, et aussi très défini dans l'idée de construction du personnage, ira dans le prolongement de la menace qu'il est censé constituer. C'est autant valable pour vous qui allez concevoir vos personnages, mais on n'a pas la même philosophie quand tu crées des PNJ, des créatures, que quand tu crées un personnage ou un personnage important pour l'intrigue. Et ça, on va le voir la prochaine fois quand je vais parler des profils de personnages. Voilà. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Salut à tous.